Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Radio Fringale. J'espère que vous allez bien et ce soir, format un petit peu exceptionnel puisqu'on va simplement faire une preview rapide, concise pour vous donner un maximum d'informations et cette preview sera sur la première grosse classique de la saison, l'Estrade Bianche. Avec moi ce soir, Adrien. Adrien, comment vas-tu ? Salut la Torne, bonjour à tous. Ça va en pleine forme. J'ai chaussé les pneus un petit peu plus larges pour éviter de crever ce soir et vous donner les bonnes informations sur l'Estrade Bianche. Ça marche avec nous, Raph. Raph, ça y est, hein, t'es de retour définitivement là. Ouais, malgré ma crevaison lente que je regonfle tous les matins depuis 3 jours pour pouvoir aller au boulot, je suis en forme et on va attaquer ce soir ma course préférée de la saison en fait, donc je suis juste putain de ravi. Ouais, t'es putain de ravi, mais... T'as fait la reco et du coup t'as pris un caillou et puis voilà quoi. Exact, C'est pour ça, exact. J'ai fait l'Heroica avant l'heure. C'est ça, il faut savoir que vu que c'est ta course préférée, après pour toi la saison de cyclisme se termine. Alors, donc l'Estrade Bianche c'est quoi ? Alors l'Estrade Bianche, la traduction italienne c'est les routes blanches, car cette classique se court sur les routes blanches qui sont si spectaculaires, ces chemins de gravier typiquement toscans, puisque cette course se déroule en Toscane, et elle se déroule comme tu le disais sur les routes de l'Heroica qui est une super cyclo-tourisme à faire avec des vieux vélos à l'ancienne sur ces routes-là. Mon père l'a fait à une époque d'ailleurs, gros big up, et apparemment ça donne, hein, parce que quand on a les vieux vélos là avec des développements pas possibles et qu'on doit se taper les petites bosses d'Estrade Bianche, et ben on morfle bien. C'est une course plutôt vallonnée, plutôt typée puncher, même rouleur, hein, qui va bien sur ces chemins qui ne sont pas du bitume, mais qui sont bien spécifiques. Et sur les dernières années, on a eu plusieurs types de vainqueurs. On a eu des vainqueurs qui sont également illustrés sur Paris-Roubaix, comme Fabian Cancellara, qui est recordman de l'épreuve. On a eu parfois plutôt des punchers. Hein. Lors des 3 dernières années, on a les plus gros punchers du peloton, Mathieu Van Der Poel, Van Aert, Alaphilippe. Et puis sinon, des coureurs plutôt de classiques, hein, qui fonctionnent bien, du Benoît, du Stibar, du Kiatko. Une course qui est toujours spectaculaire. Raph, puisque tu l'aimes tant, je te laisse donner un petit peu ton avis sur cette classique. Et bah cette classique pour moi c'est une des plus magnifiques de la saison et je dirais même jusqu'à dire que c'est un monument à devenir parce qu'en fait cette course elle a tout d'un monument. Elle réunit les plus grands coureurs du peloton. Elle est spectaculaire du début à la fin et en plus de ça, bah elle est juste magnifique. Elle est trop bien placée dans la saison. Elle fait concurrence à aucun autre monument et puis elle a sa typicité, ces chemins blancs, voilà, il y en a tellement peu d'autres qui réunissent ça. Même les grands tours, on se rappellera du Giro de l'année dernière où il y a eu ces chemins blancs qui ont été intégrés dans le parcours. On a des vainqueurs qui peuvent être, comme tu l'as dit, autant des coureurs de classiques, que des coureurs de pavés, que même des grimpeurs ont performé dessus, hein. Je te rappelle Fuglsang en 2019 qui finit 2e derrière Alaf, Bardet en 2018 qui gagne derrière Tish Benoît. Formolo en 2020. Formolo en 2020. Pour moi, cette course, elle a tout d'un monument et peut-être même plus qu'un Milan-San Remo qui devient au fur et à mesure, au fil des années, de plus en plus inintéressant dans ses 90 premiers pourcents et pourquoi pas une passation de pouvoir en fait entre classiques italiennes. Ok, très bien. Adrien, je crois que tu as un avis un petit peu moins positif. J'ai mal à mon cyclisme en entendant ça, moi. Alors déjà, on va parler d'Estrade Bianche avant de parler un petit peu du fait que est-ce un monument ou pas, mais on y reviendra peut-être dans un débat plus long un autre jour. En tout cas, l'Estrade Bianche, effectivement, c'est une course qui est magnifique à suivre. Déjà, les paysages sont juste superbes. La course est toujours animée, ça part de loin, il y a des attaques. On voit que d'année en année, il y a toujours un très beau plateau. C'est aussi une classique où Flandriens et Ardennais s'affrontent et voilà, on voit. C'est toujours très difficile, je trouve, de dégager un favori. Encore cette année, c'est pas simple. On a vu voilà, Tish Benoît une année gagner sous des conditions dantesques. Donc
ce qui est chouette avec cette course, c'est qu'on sait qu'on va pas s'ennuyer, que ça va être une superbe course de vélo et bah, on aime tous ça donc voilà, c'est devenu un incontournable, du calendrier. Après, les Strade Bianche, c'est pas un monument et ça ne sera jamais un monument. Alors c'est pas un monument déjà parce qu'elle fait 184 kilomètres. Tous les monuments du cyclisme, ils font plus de 250 kilomètres et Justement. c'est bien pour ça que c'est des monuments, c'est parce que le cyclisme, bah, ça reste un sport, d'endurance et que c'est, après à la 7e heure de course où la différence, elle se fait entre les cadors, sur des monuments, bah, c'est toujours des coureurs endurance c'est pour ça qu'il y a aussi qu'une catégorie de coureurs et des qui arrivent à performer sur ces courses-là et des coureurs qui n'y arrivent pas parce que tout simplement, et bah, au bout de 5-6 heures de vélo, bah, ça devient de plus en plus compliqué. Et bah, aussi les 5 monuments actuels, ils ont tous été créés, au plus tard, voilà, en 1913, je crois, c'est le Tour des Flandres, le plus tard et sinon, bah, il y a Paris-Roubaix 1896, Liège-Bastogne-Liège 1892, la doyenne, Milan-San Remo 1907 et le Tour de Lombardie 1905. Donc il y a aussi, un aspect historique, une ancienneté dans la course qui fait que ces 5 courses, elles sont à part et pour moi, la Strade Bianche, ça a beau être une course qui est au top, qui est super à suivre, on peut pas l'appeler monument parce que cette appellation est réservée aux grandes courses de plus de 250 kilomètres qui ont fait l'histoire du vélo. Je suis totalement d'accord avec toi, Adri. On peut pas l'appeler un monument aujourd'hui et je dis pas que c'est un monument. Mais par contre, est-ce que pour toi, c'est pas une course qui est assez belle pour en devenir un? Pas une raison d'être belle ou pas en fait, parce que tu as des courses, tu des moi j'ai il y a des courses de village qui sont très belles à suivre et pourtant c'est pas des monuments. Non, j'exagère un petit peu, mais enfin ouais, c'est p moi je trouve que ça suffit pas. Ça suffit OK. pas. Ok, juste du coup, les points forts de cette course, on a ces 50 kilomètres à peu près de chemin en terre blanc sur 200 kilomètres, et puis on a cette montée finale d'ancienne exceptionnelle. On a d'ailleurs vu l'année dernière une photo de Mmh, Mathieu Van mmh. Der Poel qui est restée dans les annales, hein, qui est devenue mythique, de cette attaque sur des pourcentages monstrueux, jusqu'à arriver au cœur de Sienne. C'est magnifique, quoi. Et la chute de Van Aert en 2018 aussi qui se dresse sur les pédales et pris de crampes et en pleine côte, il tombe tellement il a plus assez de force pour pédaler dans ce mur, c'est impressionnant Ouais. aussi. Surtout celle-là d'ailleurs, je pense. Et tu vois, moi, quand tu l'attends, quand tu me parles de Mathieu Van Der Poel, moi, je vois plutôt son attaque sur les chemins blancs à 12 kilomètres de l'arrivée. Ah Tu vois? ouais? Et je me dis, c'est aussi une course qui peut se décider avant cette montée finale de Oui, Sienne. tout à fait. Et d'ailleurs, si généralement ça se termine dans la montée finale, c'est plutôt les punchers qui viennent à la gagner. Mais Et qui arrive à 2 ou 3 d'ailleurs, oui, oui, et jamais mais plus. franchement, cette photo là où on Ouais, voit Van Der Poel, avec, les veines qui ressortent de partout, et derrière on voit Ouais, évidemment. Alaphilippe qui se déhanche. On a l'impression que le mec, c'est genre un gars qui a aucune patate dans les ouais, jambes, ouais, tellement ouais. la puissance On développée par Van croirait Der un Poel cadet, c'est ouais, c'est ça, c'est impressionnant. exceptionnel. Bref, C'est messieurs, magnifique. on a bien développé sur ce que sont les Strade Bianche. Maintenant, nos pronostics. Alors, nos pronostics, on va les faire en 3 étapes. Toujours, on les axe autour de cette petite application Cycling Fantasy. Mais ce soir, si vous ne jouez pas, vous pourrez tout de même trouver un intérêt à cette petite présentation. Tout d'abord, on va vous présenter celui qui pour nous est le favori de cette course, le numéro 1, celui qu'on voit aller au bout. Ensuite, on vous propose un outsider, celui qu'on sent bien, qui pour nous devrait faire podium, voire mieux si les conditions le permettent. Et puis pour terminer, toujours un petit coup de cœur, un petit nouveau ou un mec qu'on a mis dans notre équipe ou qu'on aimerait bien voir performer sur cette course, quoi. Voilà, on a envie de le présenter, on a envie d'en parler. Alors sans plus attendre, nos favoris. Raphaël, pour une fois, c'est toi qui as l'honneur de commencer. Oh là là, quel honneur. Eh oui, hein. J'ai vraiment du mal, hein. Franchement, j'ai 2 noms sous les yeux, j'ai Poggi et Alaf. Tu toujours pas Alaf, j'ai Poggi et Alaf, décidé, merde, je sais pas, c'est compliqué. c'est super dur franchement, enfin, tu Poggi qui gagne toutes les courses sur lesquelles il s'aligne et Alaf qui est juste le profil type pour cette course. Heu, Mmh. Vu le début de saison, Poggi. Ça OK. me fait mal au cœur, hein, mais Poggi pour moi, c'est le mec qui va gagner
Interdit en coup de cœur de mettre Alaphilippe. Hein. Oui, on doit venir. Mais mon coup de cœur, c'est Alaphilippe. Je sais pas si vous le connaissez. Je tente, Julien. C'est un petit coureur, Non, il est allez. sympa. Non, Julien, je l'ai mis parce qu'il est aussi favori pour moi, mais le favori ultime, celui que je mets 3 étoiles sur lui, Poggi. Ok, intéressant. Adri? Oui, moi, j'hésite beaucoup moins que mon ami Raph. Pogacar, mon favori, il apparaît hyper fort depuis le début de saison. Il a fait 7e l'année dernière. Je pense qu'il a gagné en expérience sur cette course. Il a aussi pris confiance sur les courses d'un jour en gagnant Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie l'année dernière. Donc voilà, et puis il a une bonne pointe de vitesse, donc pour faire la différence dans le dernier mur, ça peut aussi lui servir, donc je le vois bien gagner samedi. Ouais, alors il y en a pas beaucoup des mecs qui gagnent le Tour de Lombardie et Liège-Bastogne-Liège où on dit ils ont pris confiance. Ah non, mais Petite C'est prise mec de par rapport- confiance. Ouais, j'ai c'est sorti mec mon qui vélo dit ça samedi. par rapport à l'année dernière, sur Oui. les courses d'un jour. Il avait Ouais. fait quoi, Pogacar, sur les courses d'un jour avant l'année dernière? C'est Vous vrai, savez mais pas c'est- qu'il était capable de ce faire qu'on veut ça. dire, Donc c'est que pour ça que là, il arrive encore plus en favori. Je suis d'accord. Je c'est suis pas mal d'accord. pour prendre confiance, quoi. C'est une Bah oui, petite bah course. forcément. Belle prise de confiance, on va C'est dire, ça. hein. Forcément. Oui, bon, moi j'étais pas sûr de ma capacité à être bon en vélo. Je gagnais de petits monuments comme ça. Hein, L'année dernière, il remporte le Tour des Flandres, le Tour de France, pardon, n'importe quoi. Le Tour de France. Spoiler alerte. Spoiler alerte. Ouais, ben on en reparlera plus tard. Il gagne le Tour de France en 2020. C'est pas pour autant qu'on le met favori sur les classiques en 2021. Oui, c'est vrai. Donc là, son statut a changé sur les courses d'un jour. C'était l'idée de ma pensée. Alors, messieurs, moi je suis bien embêté par cette question et pas parce que. En fait, voilà, c'est très étrange hein, comme réflexion, mais je pense que Pogacar est favori légitime, mais ne va pas gagner. Ok. Je pense que Alaphilippe n'arrivera pas à aller au bout. Voilà, le voyant avec des crampes la semaine dernière, là, je sais pas, je le sens pas encore assez prêt. En fait, j'ai l'impression qu'Alaf il vise plus gros cette année, donc il gagnera pas. 180 à bornes, c'est trop long pour lui? Non, pas du tout. Mais je sais pas, je le vois pas en forme pour la gagner. Mais par contre, voilà, dans mon équipe Cycling Fantasy, j'ai Alaphilippe, Pogacar, c'est mes deux leaders. Mais parce que j'arrive pas à, je pense que c'est un autre mec qui va gagner. Je peux pas vous dire qui. J'ai plein d'idées de mecs potentiels qui peuvent gagner, que j'ai mis dans mon équipe d'ailleurs, mais je peux pas vous dire qui va gagner. Et c'est très étrange parce que j'arrive pas à sortir un favori. Par exemple, si Van Aert l'avait fait, j'aurais dit Van Aert. J'aurais dit voilà, Van Aert avec ce qu'il a montré ce week-end, ce qu'il a montré en cyclocross, Van Aert il va gagner, c'est sûr. Je l'aurais mis en favori ultime, bien qu'il y ait Alaf, bien qu'il y ait Poggi, bien que machin. Mais là, j'ai l'impression que Pogacar il va être trop court, ou alors il va manquer de chance ou machin. Enfin voilà, je le vois pas aller la chercher. Et Alaf, il est pas encore assez en forme pour moi. Donc je vois bien un autre gars s'imposer et puisqu'il faut sortir un favori, hein, c'est la consigne. Hein, voilà, c'est la consigne, tout à fait. En plus, et ben je vais mettre Tige Benoît. C'est beau. En favori. En favori. Ça c'est offensif. C'est offensif. Bah écoutez, je vous explique ma réflexion. Ces deux gars-là que j'ai mis en ultime favori, j'ai l'impression qu'il va y avoir une couille et qu'ils vont pas la. Voilà, je la joue un peu à l'instinct. Le mec après que j'ai dans mon équipe que je vois le plus à même d'aller chercher, partant du principe que Pidcock pour le moment il est sur les genoux, bah c'est Benoît quoi. Voilà. Et bah je sais pas si vous avez dans mon équipe Benoît, hein, donc. pareil. C'est pas mon favori, mais je l'ai dans mon équipe, donc j'y crois. Je sais pas si vous avez vu, mais sur Cycling Fantasy cette année, il y a une option où en gros tu vas faire ton jeu sur la course et tu vas parier, tu vas mettre un coureur 3 étoiles, un coureur 2 étoiles, un coureur 1 étoile, et en fonction de qui gagne, ça te fait des points d'expérience. Et bah tu vois, j'irais pas mettre Tige Benoît en 3 étoiles mon pote. Hein. Non, moi non plus, je mettrais Alaf et Pogacar, mais je te dis, il y a un truc que je sens pas. Voilà, c'est peut-être Madame Irma. Peut-être que samedi, quand on aura vu Pogacar mettre une pépite à Alaf dans le dernier mur et qu'ils auront fait 1 et 2 et que Benoît fera 12e, on se foutra bien de ma gueule. Mais là, je sais pas, voilà. Et j'enchaîne du coup sur mon outsider.
Et vous savez quoi? Pour mon outsider, Lutsenko n'allant pas sur la course, j'ai bien envie de mettre un Gianni Moscon, qui a jamais trop performé sur l'Estrade Bianche, mais je le sens bien cette année, Gianni. En plus, il vient là un peu en leader d'Astana, nouvelle équipe, tout ça, fort peut-être de ce qu'il avait fait sur Paris-Roubaix. J'ai bien envie d'y croire. Ouais. Ouais, Moscon, pas un bon début de saison quand même. Non, non. Il a fini au fond du classement au Newsblad, il a abandonné le trophée Leguglia. Mais ouais, c'est grosse cote. Moi, je suis sur de la grosse cote ce soir, comme vous l'avez compris. Ouais, Si c'est bah, pour on a balancer des compris. vérités, je viens pas sur On a Radio compris. Fringale, quoi. Voilà, c'est tout. Alors moi, du coup, en outsider, j'ai mis Peyo Bilbao. Parce que j'ai... Alors là, tu me parles de grosse cote, frérot. Ouais, le Peyo. Là, tu vises le top 150, là. Ah les gars, il fait 3ème de l'UAE Tour, il fait un gros début de saison, j'ai trouvé Non, mais bien c'est beau, hein. bien à son aise, et il a fait top 10 l'année dernière. Il a fait 10ème l'année dernière. Et donc c'est qu'il doit plutôt apprécier la course. Donc voilà mon outsider, l'ami Peyo Bilbao. Ok, pas mal. J'ai le droit de mettre à la J'ai le droit de mettre à la À ton avis. Non, je déconne. Mon outsider, franchement, là j'ai le truc sous les yeux. Hein. Ouais. Je dirais pas Tige Benoît, parce qu'il est pas outsider sur cette course, mais Cosnefroy. Et je l'ai dans mon équipe, le Cosnefroy, mais je le vois pas aller la gagner pour le coup. Hein. Eh bah écoute, Cosnefroy, je le mets à outsider, parce qu'il fait 3 sur la Phone classique. Tu vois, Phone Classic, c'est quand même un truc où faut avoir du punch. Ah ouais, bien sûr. Faut être capable de faire péter l'attaque. Il était bien sur la course, l'attaque, etc. Franchement, il était bien. Franchement, à la fin, il est impérial. Les 2 mecs qui sont devant lui, ils sont meilleurs, mais ils sont aussi pas là sur la course. Hein, Vingord et Guillaume. Ouais, et puis juste par contre, entre parenthèses, parce qu'il faut que je le dise, moi j'ai regardé la course, Guillaume Martin, il a pas foutu un putain de coup de pédale sur le plat. C'est Alaf et Cosnefroy qui ont roulé comme des ânes, et il le saute dans la dernière bosse. Bon, on m'a déjà vu allumer Carapaz pour ce genre de comportement. Vrai, ça m'a dégoûté de voir Martin faire ça. Perdu un procès. Parce que Martin, s'il roule, pour moi, vraiment, s'il roule vraiment, il revient sur Vingegaard. Et tu m'excuseras, sur un CV, avoir fait 2ème c'était quoi? C'était la Drôme ou c'était l'Ardèche dimanche? C'était la Drôme. L'Ardèche, pardon. Bon, bref, ça vaut rien du tout. L'Ardèche samedi, la Drôme dimanche. Oui. Voilà, ça vaut rien du tout. Et par contre, la gagner, c'est quand même beaucoup mieux. Ils étaient 3 Frenchies. Alaf, il finit avec des crampes parce qu'il a tout fait avant. Il tire tout le monde sur le plat. Cosnefroy, il donne pas sa part au chien. Et Guillaume Martin est derrière en mode ouais, désolé, alors moi, en fait, j'ai pas trop de jambes pour rouler sur le plat. Et puis, par contre, derrière, il y avait une pépite à la fin. Bref, ça m'a saoulé, je le dis. Wow, toi tu vas pas le mettre dans ton équipe de sitôt. Guillaume Martin, j'ai jamais mis Guillaume Martin dans mon équipe. Mec, il coûtait 800 l'année dernière. Je suis en train de changer d'avis, mon pote. Parce que là, franchement, il fait un début de saison de ouf. Bref, on s'en fout de ça. De ouf. Les 2 mecs qui sont devant Cosnefroy, ils sont pas là sur l'Estrade Bianche. Derrière, il y a Ayuso. Ayuso, il est pas là. Alaf. Vuillermoz, il est pas là. Guirmet, il est pas là. Oldani, je sais pas s'il est là. Il n'y a pas de route blanche en Ardèche et en Drôme. Je suis désolé. Sur des courses de ce type-là, genre du type Phone Drôme, et pour moi, l'Estrade Bianche, ça correspond à un coureur qui performe sur le Phone Drôme. Cosnefroy, c'est mon outsider. Je veux le voir performer, je veux le voir sur le podium. Oui, il y a je veux, et puis il y a ce qui va se passer. Moi, j'ai un autre petit outsider à vous glisser comme ça, je sais pas, j'ai envie, c'est Valgren. Fait pas un bon début de saison, mais... Ah ouais. Ouais. Bon, c'est placé, quoi. C'est placé. Valgren, c'est un mec qui peut perf, mais tu sais jamais quand. C'est ça. Et pour 400, ça me va. Ouais. On passe à notre coup de cœur. Coup de cœur pour cette course. Allez, Guillaume Martin. Eh bah, justement, non, c'est pas Guillaume. C'est pas Guillaume Martin, c'est un Belge. Gianni Vermeersch. Ouais. Allez. Gianni Vermeersch parce que voilà, coup de cœur, parce que ancien cyclocrossman qui a fait une très bonne saison en 2021.
sa première saison complète sur la route, qui est en progression sur les classiques flandriennes. On l'a toujours vu à l'avant. Il a un gabarit plutôt léger, donc il devrait bien passer aussi les radars. Voilà, il a été à l'avant sur une étape à l'UAE Tour, donc il s'est bien mis en jambes et je pense que bah voilà, profiter de l'absence de Van der Poel aussi dans son équipe pour faire quelque chose. Donc mon coup de cœur, Gianni Vermeersch. Ok. Raph? Gianni Vermeersch, qui l'année dernière, l'attendre, rappelle-en toi, on l'a mis plus que de raison parce qu'il rapportait quand même sacrément des points Et pour qui- les 200 Il équivalents. coûtait 200, ouais, tout à fait. Il a fait 14e l'année dernière sur Ouais, et l'Australie puis attends, Bianchi. sur le Tour des Flandres, il fait Ah quoi? ouais, 7, mais 7 ou attends. 8? Ouais, il fait 7, il fait 10 de Groenewegen, Ouais, 9 de incroyable. sur l'E3. le 3, il perf, sur le Brabant Chapel, il perf aussi, il me semble. Exceptionnel. Enfin, sur toutes les Ouais, courses où il est, non, il fait un petit top et 20. c'était sa il première rapporte des saison points. complète, hein, donc je pense que ouais, Ouais, on peut voir du bon Vermeersch en ouais, 2022. clairement, ouais. Mon petit J'attends de Raph. voir. Et bah du coup, moi j'attends de voir Vermeersch, je l'ai pas mis. Tu l'as pas mis dans la Euh, compo ou tu l'as pas mis dans tes coups de cœur? je l'ai pas mis dans ma compo. Waouh, ouais, Et d'accord. ouais, et il était même loin de ma compo, hein, parce que Putain. devant, il y aurait eu des Clark, il y aurait eu des trucs comme ça que j'ai pas mis. Mon coup de cœur, c'est un petit Frenchie, c'est côté patriotique, c'est Paché. Paché qui fait une méga saison l'année. Je Attends, sais pas attends, ce que laisse-moi je te parler, donne toi. ici, Paché. Laisse-moi parler. Vas-y. En 2021, il fait une putain de fin de saison. Et en 2022, il fait quand même 7e du Fon Ardèche, 11e du Fondrome. Donc ça veut dire qu'il est quand même polyvalent. Et ce week-end, sur Trofeo Lagoglia, bah non, même hier d'ailleurs, il fait 9. Et pour moi, c'est un mec qui peut aller claquer un top 10. Mais Raph, c'est peut-être qu'on voit pas du tout les Strade Bianche de la même manière, mais quand même, pour moi, il y a ces routes blanches, tu vois, qui Ouais, font que ça reste quand c'est même aussi un spécifique, truc hein. où en fait, t'y vas, tu fais 30 kilos tout mouillé, tu m'excuseras, mais tu vas morfler, hein, ça va vibrer, ça va machin, ça va truc, enfin genre, je sais pas, moi je le vois pas du tout à l'aise Et tu puis vois, on parlait c'est grimpeur et tout. des petites montées, des routes étroites qui nécessitent aussi plus des réflexes de Flandrien aussi, dans l'approche des monts, par exemple, sur le Tour des Flandres ou sur les secteurs pavés. Et je pense effectivement qu'il faut pas occulter ce côté-là et on l'a vu sur les derniers vainqueurs, c'est des gars qui sont à l'aise sur les Flandriennes. Oui, Donc c'est pour ça que c'est mon mmh. coup de cœur et que c'est pas mon favori ni Ouais, mon mais attends, en outsider. gros, tu me dis Vermiche, il est loin de ma compo, mais je rentre Quentin Paché, je sais pas. Ouais, bah écoute, je rentre Quentin Paché parce que je rentre pas Vermeersch, mais parce que je rentre pas non plus Simon Clark derrière, parce que je rentre pas Barguil qui a déjà perdu sur ses étapes, parce que ce mec-là, je sens que c'est un mec en devenir, en mec en devenir qui est vieux, hein, qui a Ouais, Ouais, une j'allais dire, il a 30 trentaine de ans, hein, quand piges hein, même. déjà. Il Hein. a 30 ouais, ans. mais on peut Mais, éclore à 30 ans. Hein. mais en soi, il s'est déclaré l'année dernière comme étant un vrai mec qui peut perf. En ce début d'année, je l'ai un peu suivi et écoute, moi, il m'a rassuré en ce début d'année, donc je le tente. C'est mon coup de cœur. C'est aussi parce qu'il est français que je l'ai mis, Mmh. évidemment, hein. Sinon, je t'aurais claqué mon coup de cœur, c'est Michael Gogol parce que je l'ai mis comme j'aurais mis toutes les années parce que ce mec-là, il fait des top 10 depuis je sais pas combien de temps. Mais non, mon coup de cœur, c'est vraiment Quentin Paché parce qu'il me fait plaisir ces derniers temps. Et tant pis s'il fait pas de points, je m'en fous. Ok. Quentin, je suis toujours derrière toi. Et ben moi, mon coup de cœur, tu viens d'en parler, c'est Michael Gogol. Pourquoi? Parce que Michael Gogol, il est exceptionnel. Si vous voulez voir la substantifique moelle de Michael Gogol, il faut regarder cette course. Parce qu'après, vous n'allez pas le voir de la saison. Hein. Après, il porte des bidons, machin. Mais par contre, sur les Strade Bianche, je sais pas, il y a un truc, il y a les fils qui se touchent. L'année dernière, je l'avais mis dans ma compo sur le Giro parce qu'il y avait une étape sur les routes blanches et je
m'étais dit il va perf, et ben non, il a pas perf parce que Michael Gogol, lui, C'est pas il les perf Strade Bianche. que sur l'Estrade Bianche. Voilà. Donc j'ai envie de voir si la prophétie Michael Gogol va encore se réaliser, s'il va encore aller faire une belle place malgré les 200 points qu'il nous coûte. Et puis voilà, je trouve ça beau pour l'histoire. C'est vraiment voilà, coup de cœur de se dire voilà, il y a un mec en fait chaque année, on le voit pas de l'année, et sur cette course-là, il va tutoyer les plus grands quoi. C'est voilà, c'est vraiment dingue, je trouve. Et pour l'anecdote, la première fois que tu m'as parlé de ce jeu, Théo, tu m'as tout de suite parlé de Michael Gogol et de ses 200 points et d'Estrade Bianche et de combien il rapportait. Voilà. Donc effectivement, ça, on sent que c'est vraiment un coup de cœur. Ouais, bah tu sais que je vais même dire, hein, l'année dernière, je l'avais pas mis. Hein. C'est Raph qui m'a raconté la prophétie de Michael Gogol et ça m'a du coup après intéressé. Je me suis dit, mais c'est vrai que c'est exceptionnel. Toute la saison, je l'ai suivi sur toutes les autres courses. 9e en 2020 et voilà. Et c'est incroyable. Bref, donc alors, et en plus, performance en progression d'année en année. Donc là, c'est podium cette année, hein, si on suit. Non mais attends, si tu regardes sur les mecs qui ont participé l'année dernière et qui reparticipent cette année, il est 3e. Ah oui, non mais oui, c'est clair. Si tu joues à l'expérience, il est 3e. Ouais. Non mais clairement, et franchement, vous regardez ses résultats de course le reste de la saison, mais c'est bref, voilà, c'est un bug dans la matrice, c'est Michael Gogol, donc coup de cœur. On le surveillera avec attention alors. Voilà. Et puis j'en profite pour faire un tout petit bisou à Quinn Simons qui a crevé que je connais très bien d'ailleurs. Qui a crevé l'année dernière dans le final et qui aurait pu faire un truc très beau. Je l'ai mis dans mon équipe. Franchement, Quinn, je t'aime. Fonce, claque-nous un truc. Fonce. Voilà, c'est tout. Ok. Bah parfait. J'ai vraiment hâte qu'on ait Quinn Simons dans Un verre avec. En tout cas, je te laisserai la possibilité de l'interviewer. Raph, ce sera. Yeah, motherfucker, English very well. Bon messieurs, on s'est bien marré. L'Estrade Bianche, c'est samedi. Ça commence à quelle heure cette affaire? Midi, un truc comme ça? 14h15 sur Eurosport 1. Ouais, ou sur GCN, super application, n'hésitez pas à souscrire un abonnement. Il le passe sur Eurosport 1 cette année, 14h15 le rendez-vous. Ok, nickel. Et pour les autres, bon voilà, il y a des petits sites internet à base de Cycling qui existent, donc voilà, bref, on n'en dit pas plus. Messieurs, bonne soirée, bisous, à bientôt. Allez, bonne soirée, et puis bon Strade Bianche. Qu'est-ce qu'on pense à faire? Il faut surtout s'alimenter. Ah là, putain, merci. Il y a quand même des qui suivent. Avant les chemins blancs, là, parce que sur le chemin blanc, vous pourrez pas manger. Ah non, ça va secouer parce que Quentin Papache, là, il va essayer de mettre la barre dans la bouche. Et puis... il va secouer le peloton, les gars. Allez, messieurs, gros bisous. La Fringalerie, à la prochaine. Restez en forme, restez connectés pour la suite. Tout ça, vous connaissez. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Ciao.